propose ce matin qu'on reçoive notre invité pour parler notamment de contenu d'un ouvrage lié à la culture, mettons, en béninois. Vous connaissez les légendes qui existent, notamment autour d'un certain nombre de faits. Et à ce sujet, j'ai en ligne et au téléphone, notamment Jaché Koyi. Il est enseignant, il est écrivain. Avec lui, on va discuter un peu donc de cette thématique-là. Monsieur Koyi, bonjour. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel ce matin. Je ne sais pas si votre positionnement nous rend un peu compliqué, en tout cas l'audition, notamment en direct. J'espère que vous nous entendez clairement, Monsieur Koyi. Monsieur Koyi, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Voilà, quelques difficultés, notamment à entrer en liaison avec notre invité au téléphone ce matin. Je dois rappeler que M. Koyi est écrivain par ailleurs. On doit parler avec lui notamment des légendes et de leur pertinence, notamment du point de vue éducatif. On va essayer à nouveau de relancer l'appel pour voir si cette fois-ci ce sera en tout cas la bonne. Monsieur Jaché Koyi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous nous entendez clairement maintenant? Oui, je vous reçois très clairement. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. Dans votre ouvrage La sirène et l'étudiant, vous évoquez l'histoire d'une étudiante habitée par l'esprit de la sirène. Un peu comme ces histoires de Mami Wata et autres, bien connues sur les côtes ouest africaines. Est-ce que ce n'est pas, monsieur Koyi, un peu plus une légende qu'une réalité sociétale? Bon, à la question de savoir si ce n'est pas plus une légende qu'une réalité, je dirais que les sirènes comme Mami Wata appartiennent au patrimoine spirituel ouest-africain. Et ce ne sont pas seulement des légendes racontées pour amuser les enfants ou amuser la galerie dans nos sociétés. Ce sont des récits enracinés dans la mémoire collective, donc les vécus. Et mon roman ne cherche pas à prouver scientifiquement leur existence, mais à montrer comment ces croyances influencent encore la vie réelle. Et je me suis inspiré de la légende, même dans le livre, je pense qu'elle intervient ou bien elle devient une réalité narrative. Voilà un peu. Et vous proposez un voyage même à l'intérieur de la mer. Hein? Vous violez un peu les principes initiatiques. Vous êtes toujours dans la fiction. Comment vous aviez réuni tous ces éléments? Mon voyage dans la mer est une image littéraire, je crois. C'est une image littéraire, pas une révélation initiatique. Parce que ici, je n'expose pas des rituels réels ni des secrets interdits. Et ici, j'utilise la mer comme un espace symbolique où se jouent les conflits de l'âme. Nous restons dans le genre de la fiction, même si elle emprunte au langage du sacré. Voilà. Et votre façon de présenter le phénomène le révèle beaucoup plus sur des aspects démoniaques que sur des aspects, mettons, de religion et de croyance à démise. Ça, c'est des clichés que vous révélez, hein? Ce que je montre comme démoniaque n'est pas la sirène en tant que créature ici, mais le pacte qui l'emprisonne. C'est-à-dire que le mal dans le roman n'est pas un être, mais une domination spirituelle qui prive l'humain de sa liberté. Et si nous prenons le cas d'étoile, voilà, c'est elle qui s'emprisonne, ce n'est pas un pacte ancestral, c'est elle-même qui est mise dedans. Donc, les forces des eaux sont dangereuses, non parce qu'elles sont monstrueuses, mais parce qu'elles possèdent les âmes, parce qu'elles ont des âmes en captivité. Voilà un peu. On connaît un peu comment cela se construit, hein, ces genres d'histoires, les mauvais esprits et le diable dans les habitudes et pratiques africaines. Et puis, Dieu qui vient sauver à travers Jésus et à travers l'église et les prières.
Je reviens encore, est-ce que ce n'est pas des clichés passe-partout qu'on connaît désormais imposés parfois par la colonisation? Et cliché, non. Plutôt répétitif parce que réel, oui. Voilà, répétitif parce que réel, oui. Ce schéma est récurrent parce que nos sociétés connaissent cette tension permanente entre foi et pratiques occultes. Et ici, le roman reprend ce conflit parce qu'il est encore vécu aujourd'hui. Pas parce qu'on manque d'imagination, mais parce que la question du salut reste ouverte. Et la belle preuve aujourd'hui, il existe un moult, comment on appelle, de religion. Et bon, je pense que parfois, les gens ont l'impression que la religion est devenue du commerce. Voilà un peu. Et vous pensez vraiment que ça existe encore, ces histoires, que ça se passe? Oui, effectivement, ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Quelle est l'importance et la pertinence justement de cette histoire dans, je dois dire, le processus d'éducation des enfants aujourd'hui? Que ce soit sur la foi ou que ce soit, mettons, pour la construction de la morale chez l'enfant. Et sur l'enfant, c'est d'abord savoir que partout où nous nous retrouvons, surtout sur les bancs, autrement dit dans le monde universitaire, et nous rencontrons plusieurs types de personnes. Et nous ne devons pas nous mettre sans réflexion en relation avec des personnes. Et la belle preuve, Delmas, dans ce roman, ne savait pas que Étoile habitait en elle un esprit de sirène. Voilà. Et les mauvais amis ou les mauvais amis peuvent impacter négativement nos vies. D'où les enfants ne doivent pas se donner ou bien se mettre en relation avec n'importe qui et n'importe comment. Et vous campez votre histoire à l'université, pourquoi? Et à l'université, parce que l'université est l'espace où les destins se fabriquent. Et les étudiants sont en construction, ils hésitent, découvrent, sont également vulnérables aux influences, donc comme je le disais, bonnes ou mauvaises. Mais mettre la sirène dans ce décor, c'est montrer que les forces invisibles ne rôdent pas seulement dans les villages de nuit, mais aussi dans les lieux modernes de savoir comme l'université, voilà. Et vous faites apparaître de gros serpents en pleine journée, en plein cours, qui disparaissent subitement. On est dans, mettons, à la fois le fantastique, l'irréel, c'est un mélange de genres à la limite. Oui, mais parce que l'Afrique n'a pas dépassé, comment on appelle, bon, je ne vous ai pas bien saisi. J'ai dit que quand on lit votre ouvrage, on a quand même certaines scènes qui paraissent ubuesques à la limite, un gros serpent qui apparaît en plein coup, qui disparaît, une femme qui tue un homme en plein hôtel et qui disparaît, qui se transforme en papillon. On est dans un mélange de genres où le fantastique côtoie, je dois dire, l'irréel, où le paranormal survient aussi. On a comme l'impression que beaucoup de gens se mêlent là. Oui, effectivement. Bon, je pense que tout est mélangé ici. Le fantastique paranormal, je pense que tout est mélangé ici. Parce que d'abord, l'histoire s'inspire du réel, donc des réalités sociétales. Voilà, donc d'où c'est mélangé réel et voilà, non, paranormal. Mais l'Afrique, elle est devenue de plus en plus moderne. On n'a plus ces histoires, non? Bon, sinon je pense que l'Afrique n'a pas dépassé ces phénomènes. Ah oui? Oui, l'Afrique n'a pas dépassé ces phénomènes. Elle a appris seulement à les taire. Et je pense que la modernité n'a pas effacé l'invisible. Et elle a dissimulé derrière la science ou bien les sciences et les immeubles. Et je pense que dans les coulisses, les pactes, les apparitions, les peurs, etc. sont toujours là. Et le roman ne ressuscite pas un passé mort, il dévoile un présent silencieux. Donc c'est actuel et nous vivons ça au quotidien. Jaché Kohi, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Une très bonne journée à vous. Merci beaucoup, portez-vous bien. Merci.
Au retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on passe à la page santé ce matin.